Bonjour mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le plaisir d'être accompagnés par Aurélien qui a été appelé d'urgence. Et donc je serai tout seul pour ce webinaire sur l'abandon de poste et les évolutions de la loi. Alors rapidement, je me présente, je suis France Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs, hein, comme le service, le commerce, le BTP, la protection, et aussi aujourd'hui responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises qui cherchent un soutien et un accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc, le thème de ce jour est l'évolution de la loi concernant l'abandon de poste. Nous allons voir quelles sont ces évolutions, quelle attitude adopter et qu'est-ce qu'il faut attendre de cette loi. Alors, vous avez à votre disposition, si vous avez des remarques, questions ou autres, chat, n'hésitez pas à utiliser ce canal. Alors, démarrons maintenant. Il est 11h, tout le monde est là. Démarrons ce rapide tour d'horizon sur sur l'abandon de poste. Si monsieur veut bien se bouger. Exact. Alors, qu'en était-il avant la nouvelle loi? Et d'ailleurs, si on regarde bien, qu'en est-il toujours aujourd'hui? Il est arrivé à chaque entreprise, ou bien cela va vous arriver, de constater l'absence d'un salarié un beau matin. À ce jour, la démarche était de constater cette absence après avoir attendu que votre salarié ait oublié de vous informer par mail ou par téléphone, ou oublié d'envoyer sous les 48 heures un arrêt de maladie. Donc, à partir de ce constat, jusqu'à aujourd'hui, nous faisions une demande de justification pour le rappeler à ses obligations, et cette demande de justification de l'absence constatée, sans omettre évidemment une date butoir pour la réponse. À partir de ce moment-là, par un hasard fantastique, on n'a pas de réponse, mais comme on peut craindre, selon les cas, franchement selon les cas, là, il n'y a pas d'obligation. Si on a une crainte sur la judiciarisation de l'affaire, de renouveler la demande. Mais je le pratique assez rarement. Sachant que, de toute façon, et le Code du travail et les conventions affirment qu'il faut au minimum dans les 48 heures envoyer le justificatif d'un arrêt de travail, d'une absence, pardon, et donc un arrêt de travail à ce moment-là. Alors, on va renouveler pour le plaisir, et là aussi, on va s'apercevoir qu'aucune réponse n'a été donnée. Évidemment, en attendant, vous serez allé à la pêche aux informations, évidemment. Puis vous aurez découvert que cette absence était dans l'air du temps et que cela ne surprend personne sauf vous. Ça, faut le savoir. Aussi, officiellement, vous convoquez le salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, évidemment, sans omettre de le mettre à pied à titre conservatoire. Bah ouais, parce que s'il revient entre-temps, s'il change d'idée, c'est arrivé à un de mes clients, s'il change d'idée, eh ben, tout évolue dans ce cas-là. Il revient travailler, donc il a toujours une absence injustifiée, mais il n'est plus en absence. Il est donc chez vous. Donc ça change quand même de tout au tout toute la démarche. Donc, on n'omet pas de mettre à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Généralement,
évidemment, généralement, le jour de l'entretien, vous allez constater son absence, absence qui n'a aucune, mais alors vraiment aucune influence sur la poursuite de la procédure. Il peut être là, il peut être pas là, il fait absolument ce qu'il veut. Ça serait assez étonnant qu'il soit là, puisque de toute façon, le but est de ne plus être dans l'entreprise. Enfin, donc, vous allez lui notifier son licenciement pour faute grave, pour abandon de poste et absence injustifiée, malgré les différentes demandes et relances. Cet ensemble devra évidemment de termes devra être présent dans la notification du licenciement. Donc, faute grave qui est privative de préavis et d'indemnité de licenciement. Ne pas omettre de rajouter toujours qu'il a 15 jours pour demander plus d'éléments sur son licenciement, sur les motifs et la motivation de son licenciement, au cas où il ne serait pas tout à fait au courant. On ne sait jamais. Donc maintenant, il y a une nouvelle loi qui est apparue. Cette nouvelle loi, elle provient de quoi? Elle provient de la loi du 21 décembre 2022 qui porte sur des mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Je pense que les termes ne sont pas tout à fait anodins. Donc, ça a été glissé dans cette loi-là. Que dit d'abord cet article? On va rapidement voir. Tout d'abord, il y a un premier article qui dit que par dérogation aux articles L 52, 22, 2, 20 à 52, 54, 22, 24 du Code du travail, pris en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, représentatives évidemment au niveau national et interprofessionnel, détermine à compter du 1er novembre 2022 les mesures d'application des dispositions relatives à l'assurance chômage mentionnées dans les différents articles, bon, blablabla. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret et à partir d'une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. Toutefois, les mesures d'application dans le deuxième et avant-dernier alinéa de l'article du dit peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Donc, si tout le monde s'en sort bien, on ne sait plus jusqu'à quand ça va aller. Donc, à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement engage une concertation aussi avec les organisations syndicales et les employeurs sur la gouvernance, des négociations sur la gouvernance de l'assurance chômage, afin de négocier sur l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage prévu dans l'article X 5222-20-1 du même code. Quelques termes importants, qu'il va y avoir une renégociation et surtout qu'on est là pour négocier sur les conditions d'équilibre financier du régime et c'est pas tout à fait anodin pour la suite. Dans l'article 2, eh bien, on commence à des premières mesures. Je passe sur les détails du blablabla de départ. Et les conditions de... tiens, il me manque un petit bout, ça. En gros, que les CDD, si une personne en fin de CDD, si en fin de CDD, vous leur proposez de transformer ce CDD en CDI dans les exactes mêmes conditions, c'est-à-dire le même poste avec les mêmes fonctions
la même qualification et évidemment au moins le même salaire, ce refus doit être indiqué à Pôle emploi parce qu'ils vont ainsi pouvoir déterminer si la personne aura droit ou pas aux indemnités de chômage. Évidemment, vu comme ça, je ne sais pas encore comment je vais faire, et ben le gouvernement de l'État non plus, puisqu'il va falloir attendre le décret pour savoir comment on va informer Pôle emploi sur le fait que la personne ait refusé ce CDD. Ce CDI, par exemple, à la suite du CDD. Bon, c'est un petit peu particulier. On voit à peu près ce que l'État veut faire, mais tout de même, c'est donner à l'entreprise un pouvoir fort puisque le salarié n'a pas accès à l'information que vous allez donner à Pôle emploi et ne sait pas si vous avez dit qu'il avait refusé ou pas ce CDD, ce CDI après ce CDD. Bon, même chose pour l'intérim. Sur un autre alinéa, on a le même système de prévenance du Pôle emploi si la personne a refusé son CDI à la suite du CDD. Donc là, son intérim, son CDI à la suite de l'intérim. Dans l'article 3, il y a un premier alinéa qui concerne la fonction publique. On va laisser tomber. Et enfin, un alinéa qui dit que l'article L 1237-1-1 devient le salarié qui a abandonné volontairement son poste ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges dans un délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le Conseil des prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le juge, le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'1 mois à compter de la saisine. Le délai prévu au-dessus, à l'expiration de ce délai, là, comme dans la phrase est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai, le délai prévu dans le premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret en Conseil d'État, décret qui détermine les modalités d'application du présent article. Alors, si vous trouvez le décret, n'hésitez pas à l'envoyer à tout le monde. Voilà pour la loi elle-même. Alors, cette loi, pardon, j'ai oublié de passer quelques lignes. Cette loi, elle nous amène à adopter quelle procédure? De par cette loi, donc, nous nous retrouvons à peu près dans le même schéma que l'abandon de poste. C'est le à peu près qui fait toute la différence. Donc, on constate l'absence injustifiée. L'employeur doit demander la justification de l'absence de son employé. Attention, parce que là, on va commencer les petits problèmes. C'est que en cas d'hospitalisation, suite à un accident X de la route ou n'importe quoi, il n'y a pas d'arrêt de travail. Il n'y a qu'un bulletin de situation qui peut être délivré par l'hôpital si le salarié ou un proche le demande. Donc, il n'y a pas d'arrêt de travail. Il faut faire attention par rapport à ça. Là encore, il est possible évidemment de renouveler la demande si vous avez un doute sur le motif de l'absence.
Et comme vous pouvez s'y attendre, il n'y aura toujours pas de réponse, hein. Et il faudra constater l'absence de réponse. Et là, à partir de ce moment-là, à la différence avec l'abandon de poste, l'étape suivante, c'est le courrier constatant la démission du salarié. Ce qui implique, vous, de votre côté, une modification du motif de la rupture sur l'attestation Pôle emploi. Alors peut-être on peut s'attendre à une modification de cette fameuse attestation, peut-être, sauf que dans ce cas-là, il l'aurait fait dès le début. Bon, en tout cas, vous ne pourrez plus déclarer que la rupture est liée à un licenciement, mais vous devrez déclarer que la rupture est liée à une démission. Mais là, la grande différence quand même, c'est qu'en cas de désaccord, le salarié peut demander au juge des prud'hommes de régler le différend s'il n'obtient pas lui-même la réintégration. Alors quand même, dans cette affaire, ici, on se retrouve dans une situation où le salarié ira, lui, directement en jugement, sans passer par la case conciliation, et le juge aura 1 mois à compter de la saisine pour se déterminer. C'est-à-dire qu'en plus d'être absent, de ne pas avoir prévenu de son absence, de ne pas avoir fait l'effort de prévenir, si vous décidez que, ok, tu viens pas, tu dis rien, je considère que tu es démissionnaire, lui peut bénéficier d'une mesure hyper accélérée devant les prud'hommes et demander que le juge lui accorde son bon droit de pouvoir rentrer à nouveau dans l'entreprise ou, bien sûr, d'être licencié sans cause réelle et sérieuse et bénéficier des émoluments qui s'attachent à cela. C'est quand même une très grande différence et une mise en place d'une procédure tout à fait exceptionnelle pour le salarié. Donc vous pouvez le licencier sans faute un jour. Il devra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans là où vous vous situez. Mais par contre, s'il abandonne et puis qu'il dit non, non, j'ai pas abandonné, j'étais juste absent, mais j'ai pas démissionné, là, il a droit à attendre 1 mois simplement pour savoir s'il était dans son bon droit ou pas. Et donc, par voie de conséquence, si vous étiez dans votre bon droit. Alors, faisons une rapide lecture commentée de cette loi. Quels sont les points déterminants de ce texte? Déjà, c'est qu'il est passé en catimini au sein d'une série de mesures dites d'urgence pour l'emploi. Dans le cadre actuel du marché de l'emploi, y avait-il réellement un besoin de mesures d'urgence de ce type? La plupart des départs que l'on peut constater se font pour une autre entreprise. Ce qui fait, ce passage d'une entreprise à l'autre se fait sous le biais d'un mécanisme d'abandon de poste, uniquement parce que pour le salarié, cela sécurise le changement d'entreprise contre le risque de voir sa période d'essai s'achever prématurément. Cela aussi, il faut bien se le dire, évite le préavis de démission et de se livrer à des justifications plus ou moins hasardeuses. Dans cette loi, aucun délai n'est donné, ne serait-ce qu'ils seront donnés plus tard par décret. Cela veut dire que le juge, aujourd'hui, aura toute liberté pour déterminer si l'absence a été assez longue ou pas, si la réponse a été suffisamment attendue ou pas, et si l'employeur ne s'est pas un peu précipité pour décider de la démission du salarié. À ce jour, on n'a aucun délai, les décrets sont pas là, c'est quand même un petit peu gênant.
On passera sur la possibilité de remettre en main propre une lettre à une personne qui est absente. Ok, c'est un truc qui se fait pas facilement, mais si vous y arrivez, pareil, envoyez votre méthode. Vu que là, je sais pas, celui qui a écrit ça a été trop fort, trop fort, trop fort. On peut pas remettre en main propre un courrier, sauf à aller chez la personne. Là, je vous pas besoin de vous dire que vous allez vous outrepasser votre droit vis-à-vis de la vie privée. Vous le chopez dans la rue, j'en sais rien, je sais pas, vous allez chez son employeur suivant, j'en sais rien non plus. Mais là, pour lui remettre le courrier en main propre, il va falloir être costaud. Ça, c'est dit. On passera bon, par cette loi. On laisse quand même à l'employeur la responsabilité de déterminer que le salarié a démissionné. C'est assez fort dans le principe. Surtout si on a bêtement la curiosité d'aller se balader sur le site servicepublic.fr. Très bon site où vraiment d'excellentes informations qui décrit la démission de cette manière. Pour que votre démission soit valable, vous devez exprimer de façon claire votre volonté de mettre fin à votre contrat de travail. Bon, alors déjà là, ça gêne un peu. Une absence injustifiée ou un abandon de poste ne peuvent pas être considérés comme une démission. Servicepublic.fr le met tel quel, enfin l'écrit tel quel, tel que je vous l'ai lu, c'est une absence injustifiée ou un abandon de poste ne peuvent pas être considérés comme une démission. D'ailleurs, il rajoute, en cas d'ambiguïté sur votre volonté claire et non équivoque, le Conseil des prud'hommes peut requalifier la démission en licenciement injustifié ou sans cause réelle et sérieuse. Ça, c'est ce qui est écrit aujourd'hui sur la démission. La loi qui vient de sortir, qui est aujourd'hui sortie, dit exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous pouvez considérer comme démissionnaire le salarié qui est en abandon de poste ou en absence injustifiée. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous prenez, vous faites prenez acte d'une décision non prise par le salarié. Et cette prise de risque, parce qu'il y a une vraie prise de risque, est en plus encadrée par la possibilité laissée aux salariés de contester, comme on l'a vu tout à l'heure, cette décision et de bénéficier d'une procédure prud'homale d'urgence. Franchement, c'est plus qu'en référé, parce que le référé, il dit je juge s'il y a des sommes qui doit être versé ou non versé, mais il ne juge pas sur le fond. Là, le juge devra juger sur le fond de la démission ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié. Bon, en réalité, cette mesure n'a que pour effet de permettre à Pôle emploi de ne pas prendre en charge ce salarié au cas où celui-ci décide de se mettre au chômage. Donc, pour l'entreprise, cette mesure n'a pas plus d'effet sur le salarié que l'abandon de poste. On est d'accord, puisque ce départ est sans conséquences financières. Il ne touchera pas plus, l'employeur ne payera pas plus si le salarié ne va pas contester cette décision que si la personne avait décidé d'abandonner son poste. Donc, l'effet, c'est juste permettre à Pôle emploi de ne pas prendre en charge ce salarié. Alors, bon, c'est gentil tout ça, mais ça met quand même ça donne à l'employeur quelques risques supplémentaires, au cas où il n'en aurait pas un certain nombre. C'est quoi les risques de cette nouvelle configuration?
tout premier lieu, à mon avis, le risque le plus important, à mon sens, c'est que l'entreprise devra conserver en son sein un salarié mécontent d'y être ou pressé de ne plus y être. C'est pas anodin, ça, c'est un vrai risque. Plaçons-nous dans la seule véritable position d'employeur. C'est un salarié est présent pour accomplir une tâche qu'il n'accomplira bien que s'il est motivé. La problématique de la gestion des budgets de Pôle emploi à mon avis, ne relève pas des gérants, relève, elle, des gérants paritaires, les syndicats patronaux et salariés. Donc, par cette mesure, la loi laisse aux employeurs la responsabilité d'empêcher un salarié d'accéder à la protection financière de Pôle emploi, alors que cette mesure n'est guidée, comme nous avons lu au départ en début de séance et sur la loi, n'est guidée que, je ne sais plus, n'est guidée que par la bonne tenue des comptes de ce même Pôle emploi. Donc, cette mesure donnant la possibilité à Pôle emploi de décider de la non-admission d'un salarié, parce que le motif de son licenciement était abandon de poste, aurait permis, par ce fait, il y a un abandon de poste, donc moi, Pôle emploi, je décide de ne pas vous admettre au bénéfice des allocations, parce que ça aurait permis de désolidariser l'employeur des effets de la décision. Parce qu'en fin de compte, on solidarise l'employeur par cette décision de constater et de déclarer que Monsieur X, absent depuis tant de jours, est démissionnaire. Ça le solidarise totalement avec cette décision de ne pas pouvoir bénéficier de Pôle emploi. Le second risque, à mon avis, alors celui-là, il est plus embêtant, et que le salarié soit obligé de créer sa faute grave pour garder le bénéfice de la protection financière de Pôle emploi. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va créer un environnement ou des situations fictives ou non, hein, qui vont amener l'employeur à se séparer en urgence du salarié fautif. Donc, ça va être des conflits ouverts, bagarres, insultes, retards répétés, vol ou autre, ou tout ce que l'on veut, sauf de l'absence, pour amener l'employeur à faire un licenciement pour faute grave. De ce fait, l'employeur va se retrouver en situation de prendre l'initiative, d'avoir à justifier sa décision, mais d'une manière beaucoup plus complexe qu'une absence simple. Jusqu'à là, l'abandon était simple. Le monsieur était payé à travailler, il n'est pas venu, il ne nous a pas prévenu. De toute façon, il est toujours absent et à ce jour. D'ailleurs, il n'a jamais contesté, hormis devant le juge, cette contestation. Enfin, dans un licenciement simple, sans contestation devant le juge, c'est simple. Je constate une absence, je constate que je vous ai demandé de vous justifier, et je constate que vous n'avez strictement rien fait. Donc, je vous licencie pour abandon de poste et absence de justification. Là, ça va être complètement différent, puisqu'il va falloir que l'employeur justifie d'une action du salarié, une action qu'il aura construite, évidemment, avec beaucoup plus de risques. Et est-ce que toutes les sociétés, à ce jour, sont prêtes à ça? Autant elles sont prêtes à faire ce courrier d'abandon de poste, de licenciement pour abandon de poste, qui est relativement simple, autant commencer à construire, à bâtir une justification de poste, de faute, avec une justification des préjudices, avec tout ce qu'il faut avec.
C'est pas aussi simple. Alors, dans les grosses boîtes, on s'en fout. Il y a les services RH qui sont là pour ça, qui bossent. Dans une entreprise de 2, 3, 4, 5, 6 salariés, l'affaire n'est pas aussi simple que ça. Et surtout, l'affaire aura des conséquences financières pour l'entreprise. Et comme pour toute faute, pour licenciement pour faute, il faudra donc prouver la réalité de la faute, la réalité des préjudices subis. Et là, je vous invite à aller voir notre webinaire sur notre chaîne webinaire de ma solution gestion ou ma solution RH sur le licenciement, où tout cela on le met clairement sur papier et se mettre, on va donc l'employeur va se mettre très rapidement en insécurité juridique par cette action. Alors, quel but recherché de cette nouvelle loi? Le but, il est simple, hein. Si on analyse bien cette loi et si on la lit quelques phrases, on peut s'interroger quand même sur les buts de ces dispositions. Déjà, en premier lieu, cette mesure fait partie d'une loi appelée d'une loi portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Concrètement, y a-t-il vraiment besoin actuellement de mesures d'urgence? Le marché du travail est aujourd'hui particulièrement tendu au détriment de l'employeur. Aujourd'hui, est-ce que le marché du travail a besoin de ça? Est-ce qu'il n'y a pas de secteur, il n'y a pas un secteur qui ne se dise en pénurie de candidatures lorsque l'entreprise passe une annonce? Est-ce que les dernières statistiques de l'emploi ne relèvent pas une baisse constante du chômage? Alors, pourquoi envenimer les relations entre les employeurs et les salariés? Comme nous l'avons dit, la plupart des départs se font pour aller vers un nouvel employeur. Cela veut dire que l'on va donc freiner ces transferts pour sanctionner quelques profiteurs. Est-ce que réellement cela va résoudre les difficultés de recrutement? Je crois qu'on peut en douter et en douter fortement. Cette mesure, par contre, vise à conforter les comptes de Pôle emploi. Ça, et c'est même écrit dans la loi. Si la possibilité avait été donnée à Pôle emploi d'exclure la prise en charge des personnes licenciées pour abandon de poste, je ne sais pas, mais les comptes de Pôle emploi se seraient tout aussi bien améliorés, a priori. Sauf à ce qu'on essaye de me prouver l'inverse. Et voulait-on réellement réduire le nombre? Est-ce que la réalité, c'est est-ce qu'on ne voulait pas réduire un peu plus le nombre d'inscriptions au chômage? Là, on pourrait ne pas en douter, par contre. Il y a des victoires qui sont plus savoureuses que d'autres, hein, et les victoires sur le nombre de demandeurs d'emploi ont toujours été mises en avant par quelques gouvernements que ce soit d'ailleurs. Alors, quels sont les premiers constats face à cette loi? C'est peut-être là-dedans qu'on aura des réponses. À ce jour, l'information qui circule, on est bien d'accord, l'information qui circule parmi les acteurs du marché du travail est que l'abandon de poste n'ouvre plus de droit à Pôle emploi. Ça, c'est ce que l'on sait. Le fait que les décrets ne soient pas encore sortis n'est pas une information disponible à tout à chacun. Aussi, on peut considérer aujourd'hui que cette mesure s'applique, du moins dans l'esprit des salariés, et donc on peut faire un premier bilan après ces 4 premiers mois. Alors, y a-t-il plus de facilité pour recruter aujourd'hui? Alors, pour ma part, alors vraiment pour ma part, moi, je ne sais pas de votre côté, mais moi, pour ma part,
au regard du nombre d'annonces que j'ai en cours actuellement et du peu de candidatures que je reçois, voire de pas de candidatures du tout d'ailleurs sur certains postes, là aujourd'hui l'effet positif m'apparaît pas probant. Au regard des réflexions des entreprises ou des cabinets de recrutement avec qui nous sommes en contact, ma conclusion aurait tendance à être la même. Moi, je vous laisse regarder autour de vous et autour chez vous, ou même chez vous, et puis pour trouver un début de réponse. Y a-t-il moins de turnover? Là encore, à lire la température à ce sujet, la réponse, pour moi, est négative. La grande démission, machin, tout ça, tout ce qu'on entend, c'est quand même bien pressant et je vois tomber un nombre de démissions qui sont énormes, ou de départ ou autre, sans que ça passe par la démission. Est-ce qu'il y a réellement ce qu'on appelle la grande démission? Alors, on appelle la grande démission parce que dans d'autres pays, il y a une claire de choix que de faire de la démission. Bah écoutez, au regard des derniers appels que je reçois, hein, ça m'indique que ce mouvement est particulièrement fort actuellement. Là encore, je vous laisse juge de voir par rapport à ce que vous vivez autour, chez vous et autour de vous. Quant au compte de Pôle emploi, est-ce bien à l'entreprise de gérer ses comptes? Les comptes de nos entreprises sont suffisamment complexes à tenir pour ne pas avoir en plus à intervenir dans ceux de Pôle emploi. Soyons clairs, à chacun son fardeau. Et là, je serai comme pour l'URSSAF et les maladies, les arrêts maladie. À chacun son taf. C'est pas à l'entreprise de savoir si on doit ou pas indemniser un salarié. Par contre, c'est à l'entreprise de savoir si on doit ou pas payer un salarié, payer ses heures, les heures supplémentaires. Ça, on est d'accord. Après, en dehors de l'entreprise, je ne suis pas sûr que ce soit franchement le job d'une entreprise. Bon, le risque principal, hein, comme on l'a dit, immanquablement, le salarié ayant la volonté de partir avec la protection financière de Pôle emploi, immédiate évidemment ou à venir, sera enclin potentiellement à contourner la loi. Et donc, il créera rapidement les conditions pour être licencié et en plus pour faute grave. Alors, il vous faudra alors gérer le conflit soit avec le manager, soit avec les clients, soit avec les collègues, ou soit directement avec vous. De toute façon, vous serez obligé et il vous faudra obligatoirement agir. Vous devrez prendre l'initiative, évidemment, de déclencher les hostilités, de prendre des décisions pour mettre en place une procédure de licenciement, avec comme objectif, on l'a vu, de justifier celle-ci par des témoignages et des attestations toujours extrêmement compliquées à recueillir. Si un licenciement pour abandon de poste s'intègre sans problème dans un planning, là, vraiment sans aucun souci, suivi d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire est beaucoup plus complexe à gérer. Votre responsabilité devra être votre disponibilité devra être entièrement tournée vers la préparation de l'entretien et de la notification. Comme nous l'avons déjà dit, il faudra justifier du licenciement, le nommer, le caractériser, déterminer les préjudices, faire un entretien avec la présence du salarié, voire plus, et le véritable licenciement, et faire un véritable licenciement avec tous les dangers qui s'y rattachent. Vous allez donc rendre visible une tension qui existait avant, évidemment, mais vous allez la rendre visible et encore qui était avant sous la responsabilité du salarié, mais là qui devient votre responsabilité.
Dorénavant, c'est vous qui déciderez de vous séparer du salarié et non le salarié qui s'en va de l'entreprise. Enfin, le risque majeur dans cette affaire est que vous ayez à défendre ce dossier devant les prud'hommes. Là encore, je vous invite à vous référer à un autre webinaire sur ce sujet, sur une affaire prud'homale, le parcours d'une affaire devant les prud'hommes. Et de toute évidence, ce départ devient un réel centre de coût. Ça, il faut en être conscient. Dernière chose, cette solution ne sera applicable qu'à partir de la publication des décrets. Mais bon, comme c'était une mesure d'urgence, cela attendra un peu, évidemment. Bon, voilà ce qu'on peut dire de l'abandon de poste. Qu'est-ce qu'il y a à retenir en fin de compte de cette loi? C'est que ce dispositif, avant tout, n'est pas applicable à ce jour, hein. Il faut dire qu'il n'est pas dans les priorités du moment. À voir la rue, l'état de la rue, que vous allez décider de la démission d'un salarié, contrairement à ce que toutes les jurisprudences ont établi à ce jour. Qu'on peut douter que cette loi réponde aux difficultés de recrutement des entreprises et que malheureusement va freiner la volonté des salariés de changer d'air. Mais ce n'est pas, enfin, faut pas rêver, hein, c'est pas au bénéfice des entreprises. Si si un salarié veut pas être dans une entreprise, si on l'oblige à rester, c'est pas là où il va être le meilleur, hein. Par contre, hein, il répond pleinement au discours populiste de la douce voix de la douce vie des chômeurs, alors qu'il y a plein de postes disponibles. Là encore, on peut douter que cela remette les finances de Pôle emploi en ordre. Enfin, que ce dispositif ne s'impose pas aux entreprises. La précédente solution perdure tout de même. Et, 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 ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir le jour où vous allez être confronté à ce problème d'abandon de poste. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur ce fameux abandon de poste et cette fameuse loi qui est passée, qui a quand même fait couler un petit peu d'encre. Je vous remercie pour votre attention, hein. J'espère que ce rapide tour d'horizon éveillera des interrogations de votre part.